Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, madame, monsieur, pour ce 4e numéro de la semaine, Equinox Soir. Edith Caban, voilà, et le docteur Pierre Baleguel-Nkott peuvent s'estimer heureux. Le long feuilleton juridico-administratif qui les opposait depuis 2 ans au ministre de l'administration territoriale vient de connaître son dénouement. Le tribunal administratif de la région du Centre a rétabli le 16 juin dernier Edith Caban, voilà, comme président du Cameroun People's Party, CPP, et le 10 juillet, le docteur Baleguel-Nkott comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et il y a exactement 2 ans, et l'on s'en souvient, le 18 juillet 2018, Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale, dans une correspondance aux 10 gouverneurs de région, indiquait que Robert Bapo Lipot est secrétaire général légal de l'Union des populations du Cameroun, Anissé Kane, président du comité de direction du mouvement africain pour la nouvelle indépendance Manidem, et Tita Samuel Fon, président du CPP, Cameroun People's Party. Le patron de l'administration territoriale tranchait ainsi par rapport aux crises qui couvaient dans ces 3 formations politiques. Et comme il fallait s'y attendre, le docteur Pierre Baleguel-Nkott, Edith Caban et Mbambok Yebga ont tous décidé d'ester en justice. Une justice qui a commencé à leur donner raison en attendant le verdict de l'affaire Mbambok Yebga contre ministre de l'administration territoriale. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. UPC, CPP, désaveu judiciaire dominante, implications juridiques et politiques. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Bernard Chiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 3e vice-président de l'UPC, c'est bien cela? Effectivement. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir. Et bon retour. Ah, merci. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. Donc j'ai raison de dire que vous êtes heureux là, je vois le sourire sur vos lèvres. Effectivement, chaque fois que, même infiniment, l'injustice recule, on ne peut que se réjouir. Voilà, Franck Essi, secrétaire général du CPP. Bonsoir, maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Voilà, avocat au barreau du Cameroun. Joyeux anniversaire pour vos 2 ans de... pour les 2 ans de l'émission. Voilà, justement. Tout a commencé, l'aventure a commencé le 16 juillet 2018. Et j'étais là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous êtes encore là aujourd'hui. Merci. Maître Augustin Gueffard, bonsoir. C'est Yann, bonsoir. Joyeux anniversaire. Un bonsoir particulier à 2 de mes amis qui viennent de perdre leur maman, Djoumessi Fabien et Jean-Claude Fouijou. Beaucoup de courage. Merci. Voilà, je vais d'abord prendre les réactions. On va commencer à celle qui date du 16 juin. Franck Essi, comment vous avez accueilli cette décision du tribunal administratif de la région du Centre? Avec beaucoup de satisfaction, bien sûr, parce que, vous savez, depuis juillet 2018, par cette annonce et cette décision illégale, le CPP était privé justement de la possibilité légale de mener un certain nombre d'activités, et ça a entraîné de nombreuses conséquences négatives pour des militants qui sont retrouvés parfois embastillés sur le terrain. Franck Essi, je veux prendre une décision après ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est un non-événement en 2018. Oui, c'est un non-événement sur le plan politique parce que, en tant que parti, les personnes qui ont été nommées n'ont aucun poids. Ils ne faisaient même plus partie de cette organisation. Voilà. Donc, ça ne nous a pas empêché en tant qu'organisation de continuer à nous déployer. La preuve, c'est que vous nous avez souvent couvert, nous avez invités et on a eu l'occasion de se prononcer sur les affaires du pays tout au long. Mais néanmoins, quand vous êtes mis dans une forme d'illégalité, ça a des conséquences. Par exemple, heureusement que nous avions décidé de ne pas aller aux élections. Si on avait voulu y aller, on n'aurait pas pu. Ce qui n'est pas le cas pour l'UPC. On va comprendre tout ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est juste pour dire que on a accueilli ça avec satisfaction, mais nous restons très lucides parce que nous sommes préoccupés par la situation générale de la démocratie dans ce pays. Il y a d'autres partis qui sont dans des situations quasi identiques.
Je prends l'exemple de l'UPC Manidem, qui est considéré comme l'UPC des fidèles, à qui justement l'État du Cameroun refuse depuis les années 90, le retour au multipartisme, de reconnaître un droit d'existence légal. Il y a de nombreux partis qui ont déposé depuis des semaines, des mois et des années, des statuts MINAT, mais qui ne sont pas encore autorisés. Et au-delà de ça, il faut dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Peut-être la grossièreté et l'illégalité de l'acte du ministre faisaient en sorte que les juges ne pouvaient pas laisser passer. Mais il ne faut pas pour autant se réjouir qu'au Cameroun, la situation est sereine en matière de justice. Bernard Chaye, et vous, au sein de l'Union des populations du Cameroun? Il faut savoir... Depuis le 10 juin, beaucoup de choses ont changé chez vous. Oui, nous avons... La sérénité est revenue. La sérénité a toujours été celle de l'Union des populations du Cameroun. Vous savez, un parti qui a notre âge, qui a cet âge-là, et il faut être suffisamment prématuré pour ne pas avoir suffisamment de sérénité. Mais il ne demeure pas moins que l'acte du MINAT nous a vraiment causé du tort, notamment pour le déploiement de nos militants sur le terrain, pour les élections, parce que nous avons... Le scrutin de février. Justement, le scrutin de février. Mais nous savions pour nous à l'UPC que, sachant à quoi ressemble ce gouvernement, que la vérité et la légalité sera un jour dite. Et je profite de là pour féliciter le docteur Balaguel Côte qui a cru à la légalité qu'il incarnait. Et a cru à la justice du Cameroun. Et la justice du Cameroun, merci. Oui. Et aujourd'hui, la loi nous donne raison. Je prierai le ministre Tangandi de très rapidement, demain matin, penser à sa démission auprès du Premier ministre. Vous êtes dans quel pays là? Au Cameroun. Ok, merci. Maître Ngefaka, je vous attaque sur... vous avez ce qu'on appelle expédition de la décision de suspension des effets. Dites-nous, à quoi ça renvoie? Pour ce qui est du cadre du PC. C'est Jara. Oui. Lorsque vous avez en main une ordonnance de référé, de suspension des effets, la première conséquence, c'est que vous devez regarder le temps. Parce que le juge qui a été saisi, c'est le juge de la célérité. La rapidité ne suffit pas. C'est-à-dire, si on l'a saisi le 1er août, si c'est un juge normal, dans une république normale, pour ne pas dire exemplaire, au plus tard, le 5 août 2018, il devrait avoir vidé sa saisie. C'est la première conséquence juridique. Or, 2 ans après, un juge qui devrait statuer d'heure à heure, il se réveille, il sort de son sommeil dogmatique et il rend la décision. Alors, les bénéficiaires de la décision, moi j'ai envie de leur demander pourquoi vous avez gaspillé autant d'énergie à saisir un juge qui a transformé votre procédure urgente en procédure classique qui peut prendre des années. Ce juge a aidé l'auteur de l'acte, de cet excès de pouvoir, à commettre la forfaiture. Ça, c'est la première conséquence, juridiquement. Oui. Donc, pour moi, je ne fête pas cette décision. Parce que ça ne rend pas à la justice l'objet essentiel. Deuxième chose, politiquement, ça justifie l'émiettement du multipartisme qu'on claironne. Oui. Parce que, voyez-vous, l'excès de pouvoir de ce ministre a détruit l'UPC, a détruit le Manidem, a détruit CPP, a installé à la tête de ces partis, c'est-à-dire de l'intérieur, des crabes qui se sont mangés. Ça, c'est en défaveur de ces 2 partis politiques. Donc, quand je les écoute jubiler, je comprends qu'il y a un élément juridique qui leur échappe. Et c'est celui-là. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est la deuxième conséquence. Qu'est-ce que je peux retenir? Ce que nous devons retenir, c'est à ces partis politiques qui ont saisi ces juges de comprendre qu'ils ne doivent plus jamais fournir les éléments de discorde pour amener leur ennemi naturel à en profiter et leur donner les armes de s'autodétruire en interne. Donc, que ce soit l'UPC Manidem, que ce soit le CPP ou bien l'UPC naturel, ressaisissez-vous, retournez en chambre, réglez vos problèmes en interne. Ne permettez plus à votre adversaire, votre ennemi, de venir vous arbitrer, parce qu'il ne vous fera pas de fleurs. C'est la leçon première. Voilà, Maître Joseph-Claude Biliga, comme a dit Maître Ngefaka, les décisions sont rendues 2 ans après, alors qu'on aurait pu
vider ça quelques jours seulement. Il y avait un objectif derrière. Non, moi je pense qu'il faut d'abord noter que c'est bien qu'une décision soit rendue. Oui. Mais je ne veux pas jubiler. Je ne veux pas jubiler parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas très bien lu la décision. Je voudrais un peu revenir légèrement en arrière pour faire comprendre ce qui se passe. Et il y a ce qu'on appelle le tribunal administratif, qui a pour rôle de juger des affaires qui concernent les individus, des personnes morales ou physiques, et en face d'elles, l'État, ou des collectivités, ou les démembrements de l'État. L'État central, Premier ministre, ministre, et c'est des démembrements au niveau région, département, arrondissement, et les communes, donc les CTD, les communautés territoriales décentralisées. Mais cette procédure, devant cette juridiction, n'est pas comme celle que nous faisons dans les autres tribunaux. Il y a plusieurs démarches. Lorsqu'il y a un acte qui est posé et que cet acte est attaquable, il y a d'abord une première procédure qui est obligatoire, sauf dans des cas prévus par la loi, comme par exemple lors des élections, dans le cas du contentieux électoral. Vous devez faire ce qu'on appelle un recours gracieux préalable. Si au bout de 3 mois, ce recours gracieux préalable, vous n'avez pas de réponse, qui est assimilé à un rejet, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le temps de pouvoir attendre, de saisir, après, donc vous saisissez le juge, le tribunal administratif au fond. Dans le cas d'espèce, les deux, si je me refais à la décision que j'ai entre les mains, les deux parties, suite à la décision du ministre, ont saisi ce ministre en recours gracieux, et par la suite, ils ont saisi le tribunal en recours contentieux. Et pendant ce temps, pour éviter les effets néfastes de cette décision qui sera rendue bientôt, enfin, on ne sait pas dans combien de temps, ils ont choisi le juge pour une décision de sursis à exécution. Sursoir à l'exécution, qui dit sursis à l'exécution veut dire sursoir pour un temps, en attendant qu'une décision de fond soit. C'est pour ça que je ne jubile pas. Parce qu'en réalité, le juge, sur la base de ce qu'il avait comme élément, en attendant le véritable débat qui sera un débat de fond devant le même juge du tribunal administratif, qui peut être autrement composé naturellement, ce juge a dit que les décisions du ministre n'étaient pas une décision conforme et, pour cette raison, a donc levé cette suspension. Mais il faut noter que ceux contre qui ces décisions ont été rendues peuvent faire appel. Ils ont le droit de recours qu'ils doivent exercer au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Première chose. Deuxième chose, même si là-bas ils gagnent, ils ne sont pas pour autant sortis de l'auberge tant qu'une décision de fond n'est pas rendue. C'est ce que je voulais dire. Oui. Voilà. Je vais corriger. Oui, allez-y donc maintenant. Mon grand frère, mon confrère aîné, je ne sais pas quelle est la décision qu'il a lue. Si c'est la décision de l'UPC, elle va en totale contradiction avec ce que lui développe, parce que la saisine du juge de référé, je dis, il ne s'agit pas de l'urgence, il s'agit de la célérité, c'est-à-dire de l'extrême vitesse. Si j'ai bonne mémoire, l'UPC a saisi le ministre Atangandji le 1er août 2018. Il a saisi le juge en charge d'étudier les requêtes de fin de sursis le même jour. C'est la loi. Ici, il n'y a pas de délai à respecter lorsqu'on doit saisir, lorsqu'on doit initier la procédure d'urgence qui est le sursis. Il n'y a pas de délai. C'est pourquoi je dis et je maintiens, ce juge a fait l'affaire du ministre de l'administration territoriale. Il a transformé une procédure d'extrême rapidité en une procédure classique qui peut prendre autant de temps pour permettre aux bénéficiaires de l'acte, aux bénéficiaires du crime, de réaliser son projet, c'est-à-dire empêcher le docteur Balaguer autant pour moi, de porter haut le flambeau de son parti. Je ne sais pas où il y a la contradiction. Non, la contradiction, c'est que vous avez dit qu'il y a un délai de 3 mois à respecter. Mais attendez, j'ai dit non. Non, on parle de deux choses différentes. Pardon.
Nous parlons de deux choses différentes. J'ai dit, et c'est ça l'essentiel de ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que cette décision qui est faite aujourd'hui n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive parce que, un, elle se tue de voie de recours. Elle n'est pas définitive. Deux, parce qu'il y a une décision du fond. C'est dans le cadre de cette décision du fond que je parle de 3 mois. On se comprend maintenant? C'est dans le cadre, je parle d'une manière générale. Je vais commencer par parler des juridictions en matière de la compétence des tribunaux administratifs, à connaître des litiges. Quelles sont les personnes qui vont devant le tribunal administratif? C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai donné la procédure dans le tribunal administratif. Lorsque moi je vais vous déposer plainte contre vous, je vous la signe directement. Quand je vais déposer la plainte contre l'État, sauf dans les cas prévus, les cas dérogatoires, je commence par un recours gracieux préalable. Et parfois même dans certains cas, par un recours hiérarchique. C'est ce que j'explique. Donc vous voyez bien que nous n'avons pas de compte. Moi je ne rentre pas dans vos débats, le juge a dormi sur les dossiers, etc. Nous savons tous, vous-même, vous aussi, même qu'en matière de référé ici, en référé ordinaire, nous faisons 2 ans. Vous le savez très bien, confrère. En référé ordinaire, on n'a pas 2 ans de procédure ici. Comment vous pouvez penser aujourd'hui, parce que votre problème, vous voulez tout politiser. C'est-à-dire que le juge a reçu une décision, a reçu une requête, il rend une décision, elle peut prendre le temps, ça c'est possible, mais vous faites comme si c'est seulement parce que c'est du PCO, c'est parce que c'est des CPP que ça arrive. Dans les juridictions normales, il n'y a pas de délai de 3 mois, de 3 ans, 4 ans pour un référé. On peut tous être d'accord que c'est pas bien, mais ne politisez pas tout ce que vous voulez politiser. Chaque fois qu'on parle de trucs, le juge a rendu une décision, je le dis, et personne ne sait dans quelles circonstances il a pu la rendre. Combien le nombre de dossiers là, parce qu'en réalité, même lorsque la loi dit que vous devez le faire en un temps bien déterminé, généralement cela est impossible, pas forcément du fait de la mauvaise volonté du magistrat, mais parce que les conditions ne permettent pas que cette décision soit rendue. Je viens prendre un exemple banal ici, généralement, mais en matière civile, où ça doit aller très vite. Si vous avez un petit dossier aujourd'hui, qu'on l'envoie chez le procureur pour la réquisition du ministère public en matière civile, vous pouvez faire 3 ans. Même si c'est devant le juge de référé, vous aurez 3 ans. C'est lorsqu'il s'agit de matières communicables. C'est quelque chose qu'on doit déplorer, mais ne politisez pas tout. Voilà ce que je m'avais à dire. Voilà, Franck, ici, on va revenir sur le contexte, c'est-à-dire 2018. Le ministre croit mettre un peu d'ordre dans cette transformation politique. Il a sifflé un peu la révolution. Chez vous, il y a Tita Fon, et à l'UPC, il y a Valégan Cote et Robert Bapolipot. Chez vous. Non, je pense que ce n'est pas la même situation. C'était 3 mois avant la présidentielle. Chez vous, vous avez pensé que c'est parce que le Titafond s'est rapproché du candidat Paul Biya? Je vous l'avais annoncé ici sur ce plateau, oui, avant qu'il ne crée le G20. Non, je tenais, en répondant à votre question, à préciser quand même quelque chose par rapport... Chez vous, c'est l'annulation déjà. Voilà, parce que je veux exactement dire que le tribunal a dit le recours du CPP est recevable, il est justifié, et la décision du 17 juillet 2018 du ministère de l'administration territoriale portant situation dans certains partis politiques est annulée en ce qui concerne le CPP. Voilà. Franck, si je reste sur, racontez-nous un peu ce jour-là, lorsque vous vous rendez au tribunal administratif. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il se trouve que c'était la première audience où on devait justement confronter les arguments entre nos avocats, nous-mêmes et ceux de l'administration territoriale. Et il se trouve que nous croyons qu'on devait nous entendre et peut-être renvoyer l'affaire. Et donc ça devait être le début d'une longue procédure. Mais il s'est trouvé qu'on avait en face de nous des représentants du ministère de l'administration territoriale qui étaient absolument incapables d'illustrer ou de justifier, soit d'un point de vue factuel, c'est-à-dire qu'en se rapportant à des événements, soit d'un point de vue légal, la décision du ministre. Parce qu'ils ont dit, ils ont nommé à la tête du CPP quelqu'un parce qu'il y avait des troubles, oui, voilà. Et ces troubles-là étaient susceptibles aussi de se déporter sur la place publique et perturber l'ordre public. On leur a demandé de justifier et d'expliquer en quoi il y avait des troubles. Ils étaient incapables puisque la personne, il était prouvé qu'elle n'était plus membre du CPP. Il était prouvé que de façon factuelle et vérifiable, le ministère de l'administration territoriale avait été informé et qu'elle n'avait plus qualité à agir au nom du CPP, première chose. Deuxième chose, il était rappelé qu'avant même d'arriver à une décision de suspension, il fallait que le ministre écoute plusieurs parties. Et troisièmement, juridiquement, est-ce que le ministre peut désigner
des personnes au sein d'une organisation. Il n'y a aucune loi qui lui permet de faire ça. Donc, face à une telle argumentation, les représentants du ministère de l'administration territoriale étaient ridicules. Ils étaient incapables d'articuler, d'illustrer, conduisant les juges à l'unanimité à dire que, en ce qui concerne le CPP, il s'agit véritablement d'une injustice, d'une violation grave des pouvoirs, d'un abus, d'un excès de pouvoir. Et nous nous réjouissons de ça. Je terminerai en disant juste oui, que ce n'est pas une affaire de division. Il faut savoir que dans les groupes humains, il y a des conflits, il y a la concurrence, etc. C'est même, et certaines organisations bien structurées comme les partis politiques ont les propres règles qui permettent de gérer ces conflits-là. Donc on commence d'abord par régler à l'intérieur et éventuellement on peut aller devant les tribunaux. Donc ce n'est pas la raison qui doit justifier ce que le ministre de l'administration territoriale fait. Donc parce que si la leçon que vous nous appelez à tirer, c'est de dire qu'on ne doit pas donner les armes à l'adversaire, ça veut dire que vous légitimez quelque part l'idée que le MINAT doit être un acteur partisan. Ce n'est pas le cas, il doit violer la loi. Donc nous disons non à ça. Nous appelons à ce que la justice soit faite dans les autres cas parce que ça prive et ça entraîne des conséquences négatives pour de nombreux militants qui sur le terrain vraiment risquent leur vie pour leurs idéaux. Bernard Chaillet, vous n'avez pas compris que le MINAT ramène quelqu'un qui avait été exclu de l'UPC depuis mai 2016, Robert Bapolipote. Vous savez, le MINAT, il faut situer les faits. Oui. Après le comité provisoire qui était avant le décès du camarade Augustin Frédéric Kodok, un comité provisoire avait été mis en place qui avait à sa tête les pontes de l'UPC. Cela nous a amené à des conciliations. Nous sommes allés à un congrès légal. Oui. Je peux dire, je sais que je vais, sous l'arbitrage des lois du Cameroun, nous sommes allés à un congrès. De ce congrès est sortie une direction ayant à sa tête le président Victor Onana et le secrétaire général Lucas Basile. Jusqu'ici, l'UPC menait ses activités sans problème. Après cela... Et pourquoi on évoque donc trouble à l'ordre public? Dites à celui qui prétend qu'il y ait trouble, qu'il vienne nous prouver. Vous pouvez rentrer à votre maison le soir et vous trouvez que vos enfants se sont battus. Ce n'est pas pour autant dire que vous allez appeler le voisin ou le voisin va venir prétendre qu'il y a un trouble chez vous. C'est naturel que dans une maison, que les enfants aient un peu d'échauffement. Non, mais pour votre cas, vous prenez le cas de la maison, on ne peut pas avoir deux chefs de famille. Vous, il y avait deux secrétaires généraux. C'est là le problème. Le secrétaire général, pour prendre vos mots, a été nommé par l'administration. D'où vient-il que quelqu'un, et je disais tantôt, vous m'avez un tout petit peu égaré, après le comité provisoire, on a mis en place Lucas Basile et Victor Onana. Alors, ils avaient une feuille de route de nous amener à un congrès 3 ans après. 3 ans après, nous sommes au palais de congrès. Avant le congrès, nous avons senti dans le Cameroun gesticuler monsieur Bapolipote. Nous l'avons invité gentiment à plusieurs réunions de conciliation pour lui dire, camarade, la meilleure façon de se battre, c'est de rentrer dans la maison et non d'exposer nos problèmes à l'extérieur. Alors, on lui a dit à moult reprises, si tu as des velléités au poste de secrétaire général, viens à un congrès et les camarades te faisant confiance vont bien évidemment te lire. Il n'a jamais assisté à un congrès, il n'est pas venu à un congrès. Alors, nous assistons à un congrès avec toutes les lois respectées, à savoir, le préfet du Fundi était notre invité. Je ne veux pas citer, avec sa double casquette, le ministre Istirouma qui était là. D'autres partis politiques nous ont accompagnés dans ce congrès. Et à la sortie du congrès, Mme Abiba Issa est élue au poste de présidente. Et le docteur Balaguenkout, bien évidemment, au poste de secrétaire général. Quelques mois après, le MINAT, à l'époque de monsieur René Emmanuel Sadi, affirme et nous donne une lettre demandant et reconnaissant l'existence d'un bureau à la tête de l'UPC composé d'Abi Baïssa et de Balaguenkout. D'où vient-il? Que nos activités soient prospères sur le terrain. Nous travaillons sereinement. Les camarades qui avaient commencé à comprendre que l'UPC a enfin fumé le calumet de la paix commencent à revenir dans la maison. Paf! Un coup de massue nous tombe un matin. On a nommé quelqu'un à la tête du parti. Mais attendez. Nous avons eu un grand préjudice avec cela. On a perdu les camarades qui se sont découragés. On a perdu les camarades qui ont dit à partir d'aujourd'hui, la politique pour nous, c'est bon. Mais ils sont restés UP6 dans l'âme.
bien qu'il soit allé trouver mieux dans d'autres partis politiques. Mais nous osons croire que l'UPC est une maison qui accueillera tout le monde et que nous leur souhaitons de rentrer dans leur maison. Maître Ngefak, la conséquence de cette décision, on l'a vu surtout avec l'UPC, parce qu'on sait que pour le CPP, ils ont dit tant qu'il y a la guerre au nord-ouest au sud-ouest, plus d'élections. L'UPC voulait aller à ce double scrutin, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Est-ce que l'UPC peut demander réparation à la suite de ce qu'on est en train de voir là, hein? C'est décision de justice qui tombe. À l'heure actuelle... Et qui on va accuser d'abord? Et les CAM, qui on accuse? Parce qu'il y a eu un problème de liste. Hein. Vous avez eu un problème de liste. Comment ça va? On peut régler tout ça, maître? Tout le monde sait qu'il y a un principe général qui dit tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à l'autre entraîne réparation. Mais la décision actuelle qui restitue un peu la joie à l'UPC, c'est une décision précaire. Oui. C'est une décision provisoire. Ils doivent attendre la décision de fond qui deviendra définitive avant de s'attaquer à l'État en réparation du lourd préjudice subi. Voilà. C'est de cela. Or, à l'heure actuelle, pour enchérir, CPP a déjà sa décision au fond. Je ne sais pas si... Et on est en train de préparer... Je ne sais pas si la décision est devenue définitive. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la décision au fond, il faut qu'elle devienne définitive. Alors, avant de s'attaquer à l'État en réparation. Mais on peut déjà vous dire qu'on la prépare, cette demande de réparation. Oui. Okay. Je vais répondre à mon très distingué voisin Franck ici. Tout à l'heure, il a dit qu'ils sont très heureux de recevoir cette décision. Mais on l'a reçu avec satisfaction. Oui. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi sur mon développement politique lorsque j'ai dit que ça a créé un trou dans le fonctionnement de leur parti. Mais vous voyez, plus on avance, ils ne se retrouvent plus. Il dit qu'ils sont en train de préparer une requête aux fins de dommages-intérêts. Alors, si vous n'avez pas suivi un préjudice, vous préparez la requête pourquoi? De deux. Je peux vous expliquer. Laissez que je finisse. Premièrement, si vous êtes très fier de la décision que vous avez en main, ça veut dire que l'éviction de Mme Kawala vous avait gêné une bonne partie de votre parti. Ça veut dire qu'en réalité, de façon visuelle et mécanique, votre parti était scindé en deux. Oui. Une partie derrière Kawala et une partie derrière ceux qui vous gênaient. Alors, à qui profitait donc cette scission, cette bipartition du CPP, ne serait-ce que de manière factuelle? Ça profitait donc à celui qui devait savoir que vous n'êtes pas unis, mais vous êtes scindés. Et c'est ce que lui, il a répliqué également. Donc, politiquement, cette scission profite aux signataires de cet acte qui vous fait grief. Voilà. Ok. Non, permettez oui, rapidement, il y a Maître Biliga qui attend. C'est assez simple. Permettez, je veux toujours lire vos déclarations, Franck. Après cette sortie d'Atangadi, vous avez dit ceci. Après que vous avez dit, c'est un non-événement. Franck, vous continuez à dire, ce n'est pas une note interne à une administration qui vient changer les organes dirigeants d'une association. Vous reconnaissez, Franck? Évidemment. Ok. Ça, c'est le commentaire que j'ai fait en à la suite, juillet 2018. Qui disait que nous sommes élus à travers un congrès, une procédure claire. Oui. Et nous avons tenu régulièrement des conseils nationaux qui, en dehors du congrès, prennent les orientations du parti et qui nous ont confortés. Non, je dis qu'on peut avoir un préjudice parce que maintenant, les militants du CPP qui sont moins célèbres, les militants du CPP qui ne sont pas comme nous peut-être, si moi on m'arrête Franck, si ça va faire du buzz, des avocats, etc. Mais dans l'arrière-pays, à Bafia, à Kaikai, à Guidigis, quand vous dites vous êtes le représentant et on vous dit est-ce que vous avez le mandat de l'individu qu'on a nommé officiellement, vous dites non, on vous frappe. C'est en ce sens que de façon externe, ça provoque du préjudice. Voilà. En plus du fait que ça brouille l'image maintenant. Mais en réalité, dans la famille du parti, on sait que ces individus sont hors du parti. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ils ont été exclus. Ils ont été exclus pourquoi? Parce qu'ils ont dit que, et vous êtes des observateurs, et vous allez nous dire s'ils ont raison ou pas, que le CPP a vocation à soutenir l'action de Paul Biya. Et que dans, par exemple, la crise anglophone, l'option militaire est la bonne option et c'est une folie
de la part de Mme Kawala et de M. Franck Essi de critiquer le gouvernement sur cette option. Vous voyez que c'est des gens qui, au-delà même des textes et des positions du parti qui ont été validées par le Congrès, étaient dans ce qu'on appelle la transhumance politique, la trahison politique. Et vous n'allez pas me dire que nous débarrasser des traîtres, ou bien le fait que des traîtres ou des gens qui ne sont plus du parti ont été nommés, c'était le reflet des divisions en notre sein. Non, non. Ok. Maître Biliga, sur cette situation, est-ce que le ministre Paul Atangadi était dans son rôle de mettre un peu d'ordre, on va rester sur un peu d'ordre, au sein de ces trois formations politiques, Manidem, CPP et UPC? La première chose que je dois dire quand même, laissez-moi revenir un peu. Je n'ai pas pu avoir la décision de CPP. Et j'aurais bien souhaité l'avoir. Parce que tant que je ne l'ai pas en main, je ne sais pas. La motivation. Oui, non seulement la motivation, si c'est devant le juge de fond ou devant le juge de référé. Si c'est le juge de l'urgence, je doute fort qu'il puisse rendre une décision de fond. Parce que la décision que vous faites, vous dites c'est une décision de fond, la nullité. Le juge de référé, le juge d'urgence ne peut pas rendre une décision de nullité. Il rend, je veux dire... Mais vous avez une décision de fond. Non. Et annulée en ce qui concerne le CPP. Alors c'est ce que je suis en train de dire. La si c'est une décision de fond, il y a une possibilité de faire appel. Du jour de faire... donc elle n'est pas définitive. L'appel a des délais. Je dis, vous savez, moi je ne débat pas en termes de conflit. Je débat pour apprendre, pour faire apprendre, pour que les gens, tout le monde, qu'on apprenne tout sur un certain nombre de choses. Donc je dis, c'est ce point, si vous avez une décision de fond, malheureusement je ne l'ai pas, je l'ai cherché. J'ai cherché celle de l'UPC que j'ai obtenue à travers, par Internet. Je l'ai pas là, je peux vous l'envoyer. Moi, c'est par Internet que moi j'ai trouvé celle-ci. Ils ne m'ont pas donné un truc. J'ai voulu la chercher la vôtre, je ne l'ai pas trouvée. Peut-être que ça nous aurait aidé tous à mieux débattre. Alors, maintenant, vous me posez la question de savoir si le ministère, la justice a rendu sa décision. Non, le MINAT. Oui, je dis le MINAT. La justice a rendu sa décision. On peut donc dire en toute honnêteté que pour le moment, en attendant peut-être la décision devienne une décision définitive, la justice a dit le droit. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que, vous savez, d'une manière générale, nous débattons généralement sur l'indépendance de la justice. Nous disons très souvent que, et nous avons toujours dit ici que le juge, qu'on appelle le juge assis, c'est-à-dire le juge lui-même, en réalité, est indépendant. Il n'a que la conscience et la loi. La personne, généralement, quand on dit qu'elle n'est pas très indépendante, qu'elle n'est pas indépendante, c'est la loi qui le dit, qui est soumise au pouvoir hiérarchique, c'est le procureur. C'est la magistrature assise, comme on dit, c'est-à-dire... Or, lorsque vous regardez cette décision, vous voyez que le procureur général près la cour, près le tribunal administratif, a été d'accord avec l'UPC. Donc, il sollicite de faire droit à la demande de sursis à exécution. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que l'État lui-même a reconnu qu'il y avait quelque chose dans la décision qui avait été rendue. C'est-à-dire, sur ça, il faut donc comprendre que tous ceux qui ont la plus jeté les flèches sur l'État a très souvent reconnu ses fautes. Et dans le cas d'espèce, moi je vous dis, vu les conclusions de monsieur le procureur général près le tribunal de Sénat, par lesquelles il sollicite de faire droit à la demande de sursis à exécution. C'est-à-dire que le procureur général, qui est le représentant de l'État en réalité, est d'accord pour que ces sursis puissent avoir, des décisions puissent être rendues dans ce sens-là. Je ne dis pas que le juge, il aurait pu dire non, que le juge aurait rendu la même décision. Ça ne change rien. C'est-à-dire que le juge aurait pu rendre la même décision s'il avait la conviction que la décision qu'il rend, c'est une bonne décision. Mais dans le cas d'espèce, le ministère public est d'accord, ce qui suppose qu'en réalité, il n'exercera pas une voie de recours relativement à cette décision. Bernard Chaillé, revenons sur le rôle des MINAT. Vous avez applaudi lorsque le ministre a fait ce qu'il a fait avec l'UPC en 2013. Non, pas applaudi. Vous n'avez pas apprécié l'action du ministre Sadi? Le ministre Sadi était dans son rôle. Qu'un congrès d'un parti soit tenu et que celui-ci, en tant que ministre, pour moi, reçoive les documents du dit congrès et, je ne sais pas si le terme est à sa place, légalise le congrès. Non, j'ai dit avant, 2013. Je parle de 2013. Lorsqu'il réunit toutes les tendances de l'UPC pour que vous alliez au scrutin législatif et municipal, et vous avez pu obtenir des mairies, des députés. En sa qualité de ministre, oui. Là, c'était bien. Et mendiant de la paix, je pense qu'il était dans son rôle.
Oui. C'est-à-dire... Là, on ne critique pas le rôle du Minat. Non, je ne critique pas. Je dis le ministre Minat a estimé que l'UPC devrait aller à parti historique. Oui. Devait aller à une élection et en tant que Minat, il a estimé que il faut rapprocher les uns et les autres, je vous l'ai dit tantôt, pour qu'ensemble, ils fassent le chemin. Mais voilà. D'où vient-il? Mais lorsque le ministre attend, lui, il pense qu'il y a trop de désordre dans la maison et il faut quelqu'un, il désigne donc quelqu'un. Là, il y a un problème. Je pense qu'en tant que ministre, je vais parler de M. Atangandi, il aurait au moins par souci de continuité de l'action du gouvernement demandé à son collaborateur, ministre René Sadi, bon, comment il a géré l'UPC. Comment il a géré cette histoire. Alors quand il prend une décision intitulée personnelle, on a des questions à se poser. À quel dessein le ministre Atangandi a posé cet acte aujourd'hui? Le préjudice est tellement grand que l'UPC, au-delà de son emblème, l'âme immortelle du peuple camerounais, a failli mourir. Parce que beaucoup de camarades... Vous avez failli mourir? Ah oui, l'UPC a failli mourir. Mourir pas de mort naturelle, mais mourir parce que beaucoup de militants avaient déjà commencé à rentrer dans la maison, à avoir des projets, et je veux dire, à militer activement, comme disent nos statuts. Alors qu'une décision comme ça arrive, tu accostes un camarade en route, camarade, on a réunion ce soir, je suis déjà fatigué, on a nommé... Vous voyez qu'il est difficile pour nous, avec l'univers politique du Cameroun, de réussir à conquérir un militant qui hier était en réunion avec vous. Donc ce préjudice est tellement irréparable que nous allons nous préparer, avec nos conseils, bien évidemment, au moment venu, à rester en justice pour que ce préjudice nous soit rendu. Parce que vraiment, et dans la décision, elle est même claire. Il est dans la décision, il parle d'un préjudice tellement grand. Alors, est-ce que l'UPC va passer toute sa vie à être inféodé par des gens du gouvernement, à être inféodé par ceux qui aimeraient voir à la tête de l'UPC les valets qu'ils auront voulu? La récréation est terminée. L'UPC est debout, elle restera debout. Le docteur Balegelkot, la camarade Abiba Issa, ce tandem a le droit et a le devoir maintenant de relever l'UPC et de travailler. Nous sommes prêts jusqu'au sacrifice suprême à assumer les prochaines dérives d'un gouvernement ou d'un ministre quel qu'il soit. Oui, je voudrais dire deux choses en une minute. La première, c'est que le souhait de tout le monde, c'est que l'UPC devienne du PC. Redevienne du PC. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est pas Atangandi qui a commencé. On se souvient qu'en 1990, lorsqu'il y avait le feu Kodok avec le prince Dika Kwaya Bonambela, il y avait toujours ce problème. On se souvient qu'il y a eu à un moment donné des élections, il y a eu l'UPC-N, l'UPC H, l'UPC Hogbenden, Kodok, etc. C'était pas Atangandi qui était là. Lorsque le ministre Sadi réunit les personnes, ça veut dire qu'en réalité, il y avait des problèmes, sinon on ne les aurait pas réunis. Aujourd'hui, on applaudit des deux mains, ou bien que c'est la même administration. L'administration est dynamique, elle est... Ils ont un problème parce que le ministre a désigné. Non, je veux dire qu'à l'époque, lorsque le ministre s'était permis d'entrer dans un parti politique et pour réunir les deux tendances pour faire des listes communes, ils ne se sont pas plaints. Or, ce n'était pas le rôle forcément du ministre, vous comprenez? Mais il l'a fait. Donc lorsque l'autre estime que c'est pas ça, il faut peut-être trancher, il a tranché, on peut tout dire. Mais je voudrais quand même revenir peut-être pour la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il faut noter que le ministre est, dans le cas d'espèce, le juge a estimé qu'il n'était pas sanctionné entre guillemets, mais pas parce que le ministre n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Dans certaines circonstances, la loi lui permet de le faire lorsque l'ordre public est menacé. Parce que lorsque vous regardez ce que le juge dit, il dit que dans le cas d'espèce, l'ordre public n'était pas menacé. Tout simplement. Ça veut dire qu'en réalité, il peut bien prendre des décisions sur les partis politiques, qui peut les suspendre dans leur développement si jamais il arrivait que... Parce qu'il faut que cela soit dit. Sinon, chaque parti va dire, ok, on a condamné l'État, le ministère public, le ministre de l'administration territoriale n'a rien à voir avec notre fonctionnement. Si, le ministère de l'administration territoriale a un droit de regard sur le fonctionnement dans le cas où il y a trouble à l'ordre public, lorsque la sécurité publique est menacée, la tranquillité publique... Est-ce qu'il doit désigner? Non, mon problème est celui-ci. Oui. Je dis que je ne rentre pas dans sa décision actuelle. Oui. Elle a connu une décision, je veux dire, de justice
en attendant celle définitive, qui peut-être va confirmer le juge, je veux dire, qui va confirmer la décision du juge, ou bien qui va considérer que le juge c'est fourvoyé. Mais pour le moment, dès lors qu'il y a une décision, moi je m'aligne à cette décision. Mais je dis seulement, il ne faut pas que cette décision fasse croire aux gens que le ministre de l'administration territoriale, qui est quand même garant des libertés, n'a pas le droit d'intervenir dans les partis politiques. Voilà. Il faut preuve que dans ces partis politiques, il y a des problèmes. Franck aussi. Et je pense quelque part qu'on pouvait... C'est quand un problème est déjà sérieux, c'est là où le ministre peut intervenir. Mais quand c'est encore en interne, je ne vois pas en qualité de qui devrait le faire. Excusez-moi. Moi, je mets au défi les avocats. Les avocats qui sont là, qui connaissent la loi, de me citer la disposition qui permet à un ministre de nommer les responsables d'un parti politique. Il peut dissoudre le parti, il peut l'interdire, il peut le suspendre. C'est-à-dire, mais il ne peut pas nommer. Mais je ne l'ai pas dit. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas contourner. Non, c'est pour vous dire qu'en fait, on est dans une forme de sophisme, là, on tourne autour. L'acte qui est posé est grave. L'acte qui est posé est grave. Il ne faut pas dire que le ministre a le droit de regard sur les partis. Mais je l'insiste. En général. Mais il a le droit de regard. On parle d'affaires très précises. Le ministre décide que... Le 18 juin, il dit que bon... Chers messieurs les gouverneurs et tous vos collaborateurs, reconnaissez désormais comme responsables de tel parti, tels individus. C'est comme l'installation de... Il nous aurait interdit qu'on va dire c'est dans son rôle. Il nous aurait suspendu, c'est dans son rôle. Il nous aurait interpellé, c'est dans son rôle. Parce qu'on aurait une action qui est peut-être... Nous disons la même chose. Mais il ne peut pas désigner des gens à la tête d'un parti. Nous disons la même chose. Donc ce qui fait qu'il faut donc dénoncer... La seule différence, c'est... Il faut poser la question, comment fonctionne le MINAT? Voilà. Est-ce qu'il n'a pas autour de lui des gens qui savent lire la loi, qui lui disent... Parce que c'est inquiétant. Un truc aussi basique. On a un ministre, vous savez, quand vous m'avez invité au lendemain de cette décision, j'avais des propos que vous avez trouvés durs. J'avais dit, mais est-ce que ce MINAT n'est pas illettré par hasard? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne sait pas lire? Je le trouve dur encore, hein? Non, parce que je me pose des questions. C'est tellement basique, c'est tellement grossier. Et je connais les gens qui sont à la direction politique. Je connais les éminences risques qu'il y a là-bas. Donc la seule conclusion, c'est que c'est le président de section de la MESAM, du RDPC, qui confond son rôle avec celui de ministre. Voilà. Maître Ngefa. Oui. C'est jamais moi, je vais m'inscrire en faux relativement au développement fait par mon distingué confrère. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons deux décisions. Une décision au provisoire qui dit que le ministre a mal qualifié les faits. Il a dit qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Le juge dit faux. Ça devrait avoir ça. Décision pas définitive. Oui, il a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que... Excusez-moi, peut-être. Voilà. J'ai dit qu'il y a deux types de décisions. Le juge a dit, le ministre a dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Le juge lui dit c'est faux. Le ministre doit se taire. Il s'est trompé. Ça, c'est au provisoire. Au fond, voilà la décision de CPP. Le tribunal, ce n'est plus le juge. Le tribunal dit, c'était l'excès de pouvoir. Il n'avait pas les pouvoirs pour nommer. Voilà. Conséquence, j'annule. Le ministre s'est encore trompé. Ne venez pas ici dire, est-ce qu'il pouvait nommer? Deux, maintenant je vais revenir sur le plan juridique. Quelle est la loi qu'a utilisé le ministre pour nommer? Vous ne pouvez pas donner. Deux, chaque parti politique comporte ses statuts. La procédure pour mettre en place son directoire. Est-ce que la nomination faite respecte le canevas de ces statuts? Oh, n'oubliez pas, qui valide les statuts? C'est... Je n'en reviens pas. Il y a le règlement intérieur qu'il faut respecter. Le principe premier, c'est les lois qu'ensemble nous avons acceptées nous obligent. Est-ce que le ministre fait partie de ceux qui doivent décider pour la mise en place ou bien pour le changement ou pour la nomination ou pour la désignation des dirigeants d'un parti politique? Le règlement intérieur interdit de tous les partis politiques. Les statuts interdisent. La loi interdit. C'est pourquoi l'encadreur national, qui est le juge administratif, a dit c'est faux, ne reprenez plus. Il faut le dire à ceux qui nous suivent. Je sais pas où est la contradiction.
Nous sommes d'accord que... Non, écoutez, j'ai dit ceci. C'est que sur les ministres... Non, maintenant c'est moi qui parle. J'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas dire que le juge a violé la loi. Tant qu'une décision le ministre, je veux dire, a violé la loi, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue. Alors, mais elle n'est pas définitive, puisqu'elle est susceptible de droit de recours. C'est ça que je veux dire. Vous demandez que le recours n'a pas de délai. Laissez-moi un peu parler. Je ne vais pas arriver là. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Mais je dis ceci, qu'il ne faut pas sortir d'ici sur ce plateau en disant que le ministre n'a pas un droit de regard sur les activités du parti politique. Nous sommes d'accord par rapport à ça. Je ne parle pas forcément de la nomination. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Sinon, pas de la nomination. Mais si vous restez dans la nomination, par rapport à la nomination, je vous dis, il y a un juge qui a été saisi. Oui. Ce juge a rendu des décisions qui seront, une fois définitives, vont nous situer. C'est-à-dire, dès qu'elles seront définitives, on dira oui, voilà le droit. Mais en attendant, moi je dis, je reste dans le droit. Vous comprenez? Et je dis que la difficulté qu'on a eue, que le ministre a eu tout simplement, c'est qu'il n'a pas pu justifier que cela participait, c'est-à-dire la nomination ou le fait qu'il y ait deux présidents participait à un trouble à l'ordre public. Mais imaginez-vous bien que, par exemple, les deux présidents commencent à bagarrer, c'est-à-dire les membres du PC commencent à bagarrer en route parce que les deux tendances il y a un trouble à l'ordre public. Ça aurait pu changer autre chose, peut-être pas pour la nomination, mais peut-être pour la dissolution du parti. Il faut bien que cela soit dit. Et la dissolution du parti, le ministre est compétent pour dissoudre ce parti. Donc, le fait qu'il y ait deux directions dans un parti peut contribuer au trouble à l'ordre public et susceptible de faire réagir le ministre. Le problème, c'est qu'elle a créé les deuxièmes directions. C'est lui qui crée cette direction. C'est ça le problème. On est en train de faire du ponce-pilatisme. On ne fait pas de ponce-pilatisme. J'ai parlé de l'histoire du Cameroun avec l'UPCN, l'UPCH, l'UPCK, qui avait créé les deux directions. Lorsque le ministre Sadi réunit les deux tendances pour pouvoir faire une décision commune. On parle de 2013, on parle de 2018. Nous parlons du Cameroun. On parle de 2018. Nous parlons du Cameroun. Ça veut dire que la bêtise continue. J'ai l'impression que si moi j'étais le juge, j'étais celui qui plaidait pour le ministre, j'allais dire que mais monsieur, vous êtes au sujet. Je parle du bureau de 2018. De 2018, merci beaucoup. Merci, cher monsieur. Merci, cher monsieur. Quelle est la loi qui permet ça? Tant que si on revient après le journal, bientôt 20h. Bonsoir Cédric. Vous êtes déjà là pour le 20h, le vôtre, le dernier de la semaine. Nous sommes jeudi. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est une levée de bouclier de l'opposition qui soupçonne le gouvernement de vouloir organiser les élections régionales avant la fin de l'année 2020. L'opposition affirme qu'elle n'est pas d'accord, estimant que la priorité c'est la résolution de la crise anglophone et une réforme consensuelle du système électoral. Concernant la crise anglophone, le gouvernement clame haut et fort que la situation sécuritaire est maîtrisée. Cependant, aucun fonctionnaire n'est de retour, notamment dans la localité de Ngouti, située dans le coupé Manengouba. Là-bas, le préfet s'est rendu compte que les agents de l'État ont déserté depuis plusieurs années. Malgré les sommations de reprendre le service, personne n'a pointé son nez dans son bureau. Vous ferez le constat dans le journal de 20h. Nous parlerons également de l'évolution de la pandémie du Covid-19. Le Cameroun enregistre déjà près de 16 000 cas positifs. Près de 300 personnes sont hospitalisées du fait du Covid-19 et le gouvernement est à la recherche des financements à l'extérieur pour pouvoir atténuer ces difficultés de trésorerie et améliorer la prise en charge des cas de Covid-19. Nous en parlerons dans quelques instants. Et cette nouvelle qui est survenue au Gabon avec la nomination d'une femme Premier ministre, décision historique au Gabon en attendant un remaniement ministériel de forte amplitude. Qui est-elle? Quel est son parcours? Comment réagit le président de la République du Gabon? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie équinoxoire. On se retrouve après le 20h. Le 20h de Cédric Noufélé, dont le 20h le plus attendu de la planète, ce sera donc pour équinoxoire, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Bernard Chaillet, Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Augustin Gueffa et Franck Essi. Vous avez vu ces images qui nous viennent de Gouti, hein, le ancien sous-préfet Douala Premier, vous connaissez bien, Jean-Marie Tchakui. Il était vraiment remonté. Hein. Il menace. Écoutez, vous comprenez son attitude? Je ne peux pas... Ça crépite les armes là-bas toujours. Oui, bien sûr, je ne peux pas lui reprocher de faire son travail, de faire en sorte que les services de l'État marchent, fonctionnent. Oui. Mais la réalité est difficile. La réalité, c'est que cet État n'est pas toujours en capacité d'assurer la sécurité de ses fonctionnaires. Et à ce titre-là, il est compréhensible que certains désertent. Donc, la vraie question qui doit nous interpeller tous, c'est la question justement de la résolution de cette crise. C'est celle qui est en débat depuis quelques jours, la négociation d'un cessez-le-feu, parce que c'est la condition de possibilité de tout le reste. Sans sécurité, rien n'est possible. Et surtout que le CPP commence à participer aux élections. C'est ça? Écoutez, je pense qu'il faut... Vous avez posé ça comme préalable depuis, hein, le CPP? Oui, donc, si. Bien sûr, et c'est tout à fait naturel. Mais oui. Je pense que si nous étions plus nombreux à nous identifier à nos compatriotes qui sont dans la détresse, à faire corps avec eux et à accepter perdre à court terme, pour pouvoir ensemble gagner plus tard, le pays se porterait mieux. Je pense que c'est quelque chose qu'on a initié. On doit travailler pour que la crise de conscience soit plus forte et que surtout on agisse pour obtenir justement les conditions du retour à la paix. Maître Joseph-Claude Biliga, des fonctionnaires qui sont obligés d'aller travailler, mais c'est pas complètement pacifié, hein, Gouti. Le préfet menace. Oui, malheureusement. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Oui. Il faudrait peut-être que les personnes préfèrent peut-être perdre leur emploi que d'aller perdre leur vie. Mais je crois que c'est là, et Franck ici l'a dit, il y a une nécessité pour nous tous de nous investir pour que la paix revienne, pour que tout soit rétabli d'une manière normale. Malheureusement, il se trouve qu'il y a certains compatriotes qui pensent que... ils se retrouvent bien dans cette situation de guerre. Mais je pense que nous tous, nous devons contribuer. Nous devons nous battre, chacun à son niveau, pour que la paix revienne, pour que tout revienne à la normale. Voilà, Mengefa, comment un fonctionnaire peut aller travailler alors que... On a vu le préfet escorté. Est-ce que le fonctionnaire, lui, a droit à tout ça? Ces gens-là, c'est très pénible dans le nozo en ce moment. Si vous voyez le gouvernement amorcer les négociations avec les chefs de guerre, ça signifie que toutes les méthodes utilisées jusqu'ici ne sont pas rassurantes. Alors, vouloir organiser les élections régionales participe de ce que l'État veut, installer petit à petit en espérant conquérir l'espace. Je crois que c'est sa logique. Mais c'est une logique pour moi qui n'est pas vraiment productive. Il faut régler le problème quand il est démasqué. À l'heure actuelle, l'État connaît le problème, sait ce qui s'est passé. Il faut juste franchir le cap, régler le problème dans sa racine et puis installer toutes les institutions nécessaires. Pour moi, c'est aller vite en besogne, organiser ces élections, peut-être pour plaire à la communauté internationale et dire nous avons pu mettre en place toutes les institutions, tous les organismes. Moi, je suis avec les fonctionnaires. Hein. Oui, bon. Oui. Comment ils peuvent travailler avec... Pour les fonctionnaires, oui, pour les fonctionnaires j'ai déjà... dit, vous avez vu les gens qui accompagnent le préfet. Pour les fonctionnaires déjà, regardez le préfet lui-même. Voilà. Il n'est pas accompagné par la police. Il est accompagné par un élément de la troisième force de sécurité de ce pays. Et celui-là est prêt à tuer. Si le préfet est dans cet état, imaginez la maman de cet inconnu qui vit dans la zone, ou bien de cet enseignant qui est dans la zone. Est-ce que actuellement l'État camerounais peut mettre derrière chaque fonctionnaire qui va descendre un militaire du genre? Parce que le préfet a droit aux policiers et non aux militaires. Quand c'est un militaire qui l'accompagne, ce qui veut dire ce n'est pas sécurisant.
Qui plus est, lui-même vous dit, je suis sur le terrain, je ne vois personne. Je ne vois personne. Voilà. Heureusement que vous, les journalistes, vous avez pris la peine de ne plus nous montrer les assassinés dans ces zones-là. Sinon, on verrait pire. Chacun comprendrait que on est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et Maître Ngefak dit qu'il ne voit personne, mais dans le reportage, on a insisté sur le percepteur. Pourquoi seulement lui? Benachaye. Non, vous savez, il s'agit ici... C'est le seul fonctionnaire là-bas? Il s'agit ici d'argent. Et vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Contrairement à ce que le préfet pense, ce percepteur est le mari de quelqu'un, est le père de beaucoup d'enfants. Donc, il est un chef de famille. Vous croyez qu'un chef de famille qui a des enfants à nourrir demain et à assurer leur avenir va laisser tout ça pour aller dans ces zones-là travailler? Non. Ces images prouvent à suffisance que le gouvernement nous a toujours trompés en nous disant « everything is on control ». Alors, si rien n'est contrôlé, d'où vient-il que le préfet se trouve face à une situation de désert total avec la forêt partout? On dirait que dans cette zone-là, les hérissons commencent déjà à organiser les concours. Donc, il faut absolument que cette guerre dans le Nozo trouve une solution. Et comme a dit Maître Ngefak, il faut soigner le mal à la racine. Tous ces baumes que l'on met dessus ne serviront à rien tant qu'on n'aura pas reconnu, et merci, ils l'ont déjà reconnu, que la crise anglophone est un caillou très très gros dans la cheville du Cameroun et dans les consciences. Un jour, tous ceux qui sont en train d'encourager la crise anglophone, tous ceux qui ne veulent pas le retour de la paix dans ce pays, ils payeront. Parce que l'UPC a déjà longtemps payé. L'UPC ne peut pas continuer à laisser que les Camerounais continuent à mourir. Encore dans un pays où l'on annonce qu'il est un et indivisible. Je reste avec vous, Bernard Chaye, parce que il y a Robert Bapolipote qui insiste sur les termes que vous avez utilisés. Il dit que le MINAT a tranché, il n'a pas nommé. Le MINAT a tranché, il n'a pas nommé. Entre guillemets, il s'agit des paroles de M. Robert Bapolipote. Alors, est-ce que, comme a dit Franck ici tout à l'heure, le MINAT a-t-il le droit de trancher? De trancher, et avec quel genre de machette? En sortant une décision écrite qu'il notifie. Vous vouliez quel genre de machette? La loi interdit au MINAT d'entrer dans un parti de trancher et de nommer quelqu'un. Il a été nommé. Qu'il ait l'honnêteté morale de l'accepter. Je le connais comme un grand homme. Qu'il ait l'honnêteté morale d'accepter qu'il n'était pas au Congrès et qu'il est passé par la fenêtre pour diriger l'UPC, entre guillemets. Non, Robert Bapolipote dit qu'il a été élu au Congrès de 2012, 30 septembre. Mais nous sommes en 2020. Alors, si tu as été élu à un Congrès en 2012, est-ce que les statuts de l'UPC ne précisent pas que si les nécessités l'exigent, le Congrès doit avoir lieu tous les 1 an? D'où vient-il que depuis 2012, il est assis à une chefferie? Non. Qu'il revienne à la raison, qu'il retrouve l'UPC. S'il le veut, les portes sont ouvertes, nous l'attendons. Mais surtout qu'il sache, je ne partirai pas d'ici sans dire que les fonds de l'UPC qui ont été déposés dans nos comptes par la dotation du gouvernement, dont jusqu'aujourd'hui nous ne connaissons pas la destination, l'UPC se prépare pour que cet argent lui soit restitué par tous les moyens de droit, et nous sommes prêts à faire face à la justice camerounaise que nous savons très régalienne et surtout qui saura dire le droit au moment venu. Et il continue, Robert Bapolipote, il dit « Je suis garant de la légitimité et de la légalité de l'UPC. Oui. Seul un congrès légal et statutaire peut me démettre de mes fonctions. » Robert Bapolipote. Oui, il s'agit... Président du conseil d'administration de la SRC. Il s'agit là maintenant de Robert Bapolipote ou du président du conseil d'administration. Il faut dire... Non, je le présentais. Bien, je le félicite déjà pour sa nomination, mais il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'UPC, les textes interdisent à quelqu'un de rester sur une chaise pendant aussi longtemps qu'il le prétend. Il n'a jamais voulu rentrer dans la maison UPC, mais il a toujours aimé l'UPC. Mais il est temps qu'il comprenne que s'il est autant sollicité par les camarades, qu'il rentre dans un congrès, qu'il crée les unités de base, et qu'ensemble, on se retrouve à un congrès au cours duquel, bien évidemment, s'il mérite, il sera élu. Voilà, il dit justement que la base est avec lui et satisfaite de ses œuvres. Robert Bapolipote, toujours. Les œuvres de Robert Bapolipote, il faut être honnête. Il a fait
quelques petites dotations ci et là, oui, nous lui en félicitons, nous lui en tirons ce chapeau, mais il n'en demeure pas moins qu'il est Camerounais. Tout Camerounais peut faire un don. Ce n'est pas pour autant dire qu'après avoir fait un don, il faudra mettre une banderole pour dire que ici, j'ai fait un don. Non, il l'a fait, c'est normal. Déjà qu'il dirige, il est actuellement directeur, je veux dire, président d'un conseil d'administration. Il a des évolutions, le mois qui lui permet de faire des dons. Merci. Mais pour l'agent de l'UPC, il doit d'abord rembourser. Non. Maître Joseph Klobiliga, lorsque Robert Bapolipote insiste, il dit que le MINAT a tranché, non nommé. Ça nous ramène la première partie de débat. Moi, je pense que ce débat est dépassé. Oui. Il est dépassé parce que la justice a rendu une décision. Merci. Cette décision, il suffit tout simplement qu'elle soit définitive. Le jour où elle sera définitive, je pense que le problème ne se posera plus. C'est d'autant plus que je vous ai dit que la décision que j'ai ici, le ministère public, c'est-à-dire celui qui représente l'État en réalité, n'était pas contre les prétentions de l'UPC de Baleguel Côte. Si on part donc du principe que l'administration est, c'est-à-dire que le ministère public est d'accord avec le juge, ou bien avec l'UPC, avec ceux qui ont initié la requête de l'UPC, je ne vois vraiment pas. Maintenant, cela vous permet de comprendre quand même la difficulté qu'il y a à l'administration. Lorsque des gens, tout à l'heure, je vous ai dit à l'UPC, on est coutumier du fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a toujours deux UPC, trois UPC qui se discutent, ça commençait bien avant à Tangandji. Donc lorsque on se focalise sur Tangandji, je dis non. Vous voyez bien qu'avant, à Tangandji, il y a eu ce problème avec le ministre Azechungi. On a vu cela. On l'a vu cela avec le ministre Sadi, avec tous les ministres pratiquement, qui parfois sont obligés de rentrer dans la cuisine interne de l'UPC pour les réunir. Il a demandé, faites une liste commune pour pouvoir avoir des députés. Donc, une liste consensuelle pour avoir des députés. On va même parfois, même au-delà seulement de l'UPC, la présence de l'UPC légale, on a même pu aller, à un moment donné, même dans d'autres branches de l'UPC, pour leur demander de s'associer. Vous comprenez donc, lorsque vous êtes responsable du maintien de l'ordre public dans un pays, et que vous avez des partis politiques qui ne s'assument pas, la tendance, ou bien vous êtes dans une position qui vous amène, la tentation est de dire, je mets de l'ordre. En réalité. Et maintenant, vous comprenez maintenant la différence. L'autre dit, on a nommé. L'autre dit, on a tranché sur 2 congrès, sur 2 secrétaires généraux qui chacun se réclame être là dans la légalité. C'est parfois cette difficulté-là que le ministre a... C'est sur ça que le ministre s'est appuyé pour... Le ministre s'est appuyé, et je dis aujourd'hui... Pour trancher ou bien pour nommer? Le mot, chacun peut utiliser le mot qu'il va utiliser. Chacun va utiliser son terme. Ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, le ministre a dit que pour lui, d'ailleurs, il s'exprimait beaucoup plus auprès de ses collaborateurs en leur disant, pour moi, la personne que je reconnais comme étant président du secrétaire général de l'UPC, c'est telle personne. Donc c'est à elle que vous donnez le moment où s'il y a des autorisations ou des invitations, c'est à ces personnes que vous devez les adresser. Nomination ou le fait de trancher, pour moi ça importe peu. Mais ça nous permet de comprendre la difficulté dans laquelle les ministres ont, dans laquelle certains partis politiques les mettent. Le MRC par exemple n'a pas ce problème. Vous voyez bien qu'il n'y a pas ce problème. Par contre, au CPP, on a vu ce problème. On a eu ce problème à l'EPC, on a eu ce problème au Manidem, et le ministre est obligé parfois de trancher peut-être, en violant la loi peut-être. Franck Kessi, on sait pour l'UPC que cette situation a conduit à ce que l'UPC ne se présente pas au double scrutin de février. Vous avez dit, vous ne participez pas tant que nos zones n'est pas pacifiée. Comment vous avez dit que vous préparez le dossier? Voilà. Pourquoi vous tenez à tout prix à poursuivre l'institution alors que... Est-ce que ça a véritablement impacté sur le fonctionnement du CPP? Je crois que cette dualité-là. Non, j'avais commencé par vous décrire un certain nombre de conséquences en termes de dommages divers que subissaient nos militants. Parce que
si vous vous réclamiez, entre guillemets, de la tendance Kawala, au niveau d'un sous-préfet, d'un préfet ou d'un gouverneur, on ne vous permettait pas de vous déployer. Et au-delà de ça, il faut savoir que si officiellement on raconte dans les médias et l'État cautionne le fait qu'il y a 2 directions, ça brouille le message. Donc par exemple, rappelez-vous en 2018 que nous avions un regard précis sur ce qui se passait, c'est-à-dire la crise anglophone, l'élection présidentielle. À côté, on avait un individu qui était dans le G20 en train de dire le CPP soutient Paul Biya. Paul Biya, c'est la solution. Paul Biya, oye, Paul Biya, vie. Je crois que tout le monde n'a pas le temps, vous voyez, de suivre les subtilités de la vie interne des partis politiques. Et c'est même normal, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que nous proposons et c'est ce que nous faisons concrètement au quotidien pour soulager la souffrance et développer une alternative. Donc nous avons regretté le fait d'avoir eu à mener ça parce que ça engage les dépenses. Il faut d'abord qu'ils remboursent les frais d'avocat. Bien sûr. Maître Ngefak, Maître Bilga, vous les voyez, l'embonpoint et tout ça, c'est le résultat. C'était vos conseils? Non, c'est le résultat des dépenses. Oui. On a remarqué que la plupart des avocats, il y a une forme d'embonpoint. Parce que ça coûte cher, l'ouverture de dossier, le suivi, etc. C'est un premier dommage concret. Oui. Il y a le fait, il rappelait qu'en tant que parti politique, à l'époque, il y avait des conseillers municipaux qui reçoivent des subventions de l'État. Cet argent a été détourné vers les copains de M. Atanganji. Et ensuite, il y a maintenant d'autres dommages d'ordre vraiment moraux, etc. à l'image. Parce que, je dois terminer par là, on était censé tenir un congrès et renouveler les organes. Mais tant que vous êtes dans une situation pareille, c'est difficile de le faire. Parce qu'en même temps, c'est la même autorité qui ne va pas reconnaître la décision des militants. Voilà. Donc, et il faut aussi mener ce genre d'action parce qu'on a aussi un rôle pédagogique pour les populations. C'est de faire en sorte de ne pas se laisser faire. Utilisez vos droits. Vous perdez vos droits quand vous ne les exercez pas. Il faut que les autorités, y compris les ministres incompétents, voire illettrés sur le plan juridique, payent les conséquences et les décisions de leurs errements. Oui, puisque ça impacte sur le budget de l'État. Voilà, donc je pense que par devoir républicain, pour utiliser ce terme dans le bon sens du terme, nous devons poursuivre le MINAT. Et nous attelons à le faire. Par ricochet et les CAM aussi, pour l'UPC. Voilà, oui, justement, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'UPC? Elecam s'est mêlé d'un mariage qui ne lui engageait pas, dans un mariage qui ne lui engageait pas. Le MINAT reconnaît Mme Abiba Issa et M. Baleguel-Côte. Le MINAT sait très bien, et il a suffisamment de conseils pour leur dire l'acte du ministre, c'est un prématuré qui va mourir d'un moment à l'autre. Mais il n'en demeure pas moins que l'ECAM s'enfourche dans cette brèche et s'engage à empêcher les listes de l'UPC de prospérer. Avec toutes les cautions qu'on a préparées, avec toutes les mobilisations qu'on a faites sur le terrain, vous savez ce que le militant reçoit quand on lui dit que vous n'irez pas aux élections. Vous savez ce que nous, responsables de parti, dans les quartiers, nous encaissons comme parole. On a rejeté vos listes. D'ailleurs, même, on a mis que... Vous savez ce que ça veut dire dans les sous-quartiers? Non, l'UPC a beaucoup souffert. Nous avons souffert et le CPP et nous, on a sérieusement souffert. Il est temps que l'ECAM nous donne la raison pour laquelle et sur quelle base légale ils ont empêché les listes de l'UPC de prospérer. C'est aussi simple que ça. Quitte à l'ECAM de se référer à son acte de MINAT. Au niveau du CPP, décision définitive, est-ce que le MINAT peut attaquer? Serge Alain, avant de répondre à la question, je vais faire 2 petites observations à l'attention de Franck Essi, M. Franck Essi. M. Franck Essi, l'avocat, il travaille trop. Il vit bien, mais il n'est pas riche. Ça, c'est ce qui nous concerne. Deuxième observation, vous entendre dire qu'un ministre nommé est un illettré. Je me pose des questions. Moi, je ne souhaite plus que ce type de vocabulaire soit tenu sur notre plateau parce que... non, c'est en violation de toutes les règles basiques. S'il vous plaît, permettez que je finisse. Et c'est moins violent que son acte. Ça déteint sur la qualité du plateau, ça déteint sur la qualité de la télévision, ça déteint sur la qualité du média. Et puis ceux qui nous écoutent donnent l'impression que nous sommes des farceurs. Non, nous ne sommes pas venus ici farcer. Non, excusez-moi. 3. Permettez que je finisse. Excès de pouvoir. Non. Comme vous l'avez qualifié tout à l'heure. Permettez. Pour cause de quoi? Dire qu'un ministre de la République est illettré, ça veut dire que tous ses conseillers, il n'y a aucun docteur autour de lui,
il n'y a aucun agrégé qui voit. Dit que le Premier ministre qu'il a choisi, il s'est fouvaillé. Donc vous expliquez son acte par quoi? Nous pouvons dire autrement. Nous avons mille manières. Pourquoi vous tournez avec les mots pour dire qu'il pose un acte qui est dangereux pour l'État, pour la paix sociale? Nous pouvons dire la même chose en disant la volonté politique de ceux qui nous gèrent. Non, s'il vous plaît, ne laissons pas le fond pour les éléments de forme. Le fond est grave. Non, je peux vous dire, puisque vous m'interpellez, vous avez m'autorise à vous le dire. Maintenant, en répondant à la question de Serge Alain, je ne sais pas ce qu'on va encore demander, Serge Alain. Non, je disais au niveau du CPP, la décision oui. Est-ce que l'État, le MINED par lui-même, ne représente rien? C'est l'État qui agit à travers le MINED. Est-ce que l'État, lorsque l'État sera assigné, aura des arguments à faire valoir? Ça dépendra des différentes fautes qu'aura excipé, qu'aura développé, qu'aura justifié le CPP. En face, l'État va essayer de justifier chaque grief qui sera présenté. Dans quel intérêt tel acte a été posé? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne suffit pas de dire voici la faute. Si vous-même vous avez provoqué la faute, on verra. Donc pour l'heure, je ne peux pas spéculer. Ils ont des avocats qui sont très futés. L'un de nos formateurs, je crois, c'est Maître Méli. Voilà, Maître Méli. Ce n'est pas un des moindres. Tout le monde connaît sa plume. Je suis sûr que l'État va transpirer. Merci. Merci de le reconnaître. Voilà, Maître Joseph-Claude Biliga, on va sortir de l'émission. Il y a un troisième cas. On va dire jamais 2 sans 3. Manidem. En principe, on doit avoir la même jurisprudence. Oui. Je crois que ça doit être la même jurisprudence. Sauf que... même comme au niveau de l'UPC, vous avez dit, ce n'est pas encore définitif. Ce n'est pas encore définitif, c'est ce que je dis. Je lisais tout à l'heure sur un forum, il y a un monsieur qui s'est permis de m'insulter totalement, en disant que je me suis mis à rire. Quand les gens ne comprennent pas le droit, moi j'ai la chance, ou peut-être que je vous l'ai jamais dit, que j'ai fait le droit administratif à l'École nationale d'administration de Paris. Avec tous les 10 présidents des tribunaux administratifs, on a été ensemble à l'École nationale d'administration de Paris. Donc lorsque je parle de droit administratif, on peut se tromper comme tout le monde. Je dis ce que je sais et ce qu'on m'a enseigné. Donc quand on dit des choses de ceux qui sont dans la maison ne comprennent même pas de quoi on parle. Parce qu'ils ont pris un parti pris, ils sont d'un parti politique, ils se mettent à insulter tous ceux qui sont sur le plateau. C'est ce que je voulais dire. S'il y a une décision qui a été rendue, il y a une sorte de jurisprudence qui peut être suivie. Sauf que dans le cas d'espèce, le Manidem, c'est à Douala. Ce n'est pas forcément le même juge. Je tiens à l'indiquer. Le juge de Douala peut ne pas avoir la même appréciation. Parce que le juge a ce qu'on appelle la conscience et la loi. Et l'interprétation de la loi peut différer d'un magistrat à un autre. C'est pour ça que parfois, pour les mêmes cas, on l'a même vu, on a annulé les élections municipales à tel endroit et pas à l'autre. Les gens ont commencé à dire, mais parce que les cas ne sont pas forcément similaires. Et en plus, il y a tout à l'heure, on parlait de la forme. Il y a l'élément de forme qui peut jouer, dans ce sens que si l'introduction de la demande, je veux dire de la requête du Manidem, c'est-à-dire de M. Dumbombo, n'a pas été dans les formes, il peut arriver qu'on déclare irrecevable. Parce que si vous regardez la décision de l'UPC, on commence par la recevabilité avant de continuer pour traiter le fond. Donc la forme peut disqualifier, appelons ça ainsi, peut amener le juge du tribunal administratif de Douala de ne pas suivre son collègue de Yaoundé. Donc il ne faut pas être, comment je peux dire ça, péremptoire en disant ce sera forcément ça. Mais si la forme est faite et que si la requête est bien rédigée, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre les deux décisions, étant toujours, j'insiste dessus, en disant que chaque magistrat a la conscience et la loi. Il peut donc arriver qu'il y ait une divergence au niveau
de l'appréciation par des magistrats, même du même tribunal, mais à des compositions différentes. Voilà. Quand il s'agit de magistrats de deux tribunaux différents, il n'est pas exclu. Mais d'une manière générale, logique voudrait qu'on suive la même décision. Voilà. Merci. 30 secondes, Franck Kessi. Non, on arrive au terme de l'émission. J'invite juste les Camerounais à connaître leurs droits et à les exercer, parce que la qualité d'un pouvoir dépend de la qualité des contre-pouvoirs, et les contre-pouvoirs, c'est l'ensemble des citoyens qui les exercent en leur rang et titre respectif. Bernard Chahie. Oui, comme disait mon ami Franck, il faut savoir que la loi est pour tout le monde, et nous pouvons encore accepter que le ministre se soit trompé, mais aujourd'hui que la loi a été dite, bien que notre décision soit, comment dire, maître, un tout petit peu provisoire, mais dans le fond, elle finira par atteindre son objectif. Ces gens-là, ce que je peux dire, c'est que les magistrats, bien que connaissant le droit, bien qu'ayant dit le droit dans ce dossier, qu'ils soient un peu plus dans la célérité. Parce que saisir le juge de l'extrême urgence et qui rende sa décision 2 ans plus tard, ça empêche Kawala de faire ce qu'elle devait faire. Ça empêche le docteur Baleguel de faire ce qu'il devait faire en octobre 2018, voire Abiba Issa. Merci. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Equinox Soir.